Donc, merci de votre présence. J'ai avec moi Estelle Lucadis, directrice scientifique de VET AgroSup, pilote ce livre blanc et donc qui vous expliquera l'ampleur du travail qui est réalisé. Et puis à côté, Stéphane Michila, qui est le rédacteur de ce livre blanc, qui effectue un travail considérable. Et je crois que c'est un très très bon investissement pour notre filière. Donc je vais commencer par faire un petit point d'histoire. On s'était réunis à cet endroit il y a exactement 4 ans. C'était peu après l'interdiction des fromages au lait cru dans les cantines scolaires pour les 25 ans. Il avait même été évoqué dans un premier temps de l'interdire pour les moins de 10 ans. Et donc, on avait donné une conférence à cette occasion. Alors, on avait fait intervenir à la tribune notamment Christophe Chassard. Vous vous rappelez peut-être ce graphique qu'il avait montré de la baisse historique des maladies infectieuses. Et puis, dans le même temps, avec une poussée inverse, mais très très forte, l'essor des maladies dites de la modernité, beaucoup de maladies liées à un désordre du système immunitaire. Il avait expliqué que cet essor était lié en partie à l'affaiblissement historique de notre microbiote intestinal. Depuis grosso modo 80 ans, on a changé totalement de mode alimentaire. Et donc on avait un petit peu tous le sentiment que les risques de ces fromages au lait cru étaient un peu surexposés, qu'on mettait tout le temps en avant les risques associés. Et là, je vous ai mis des choses qu'on trouve sur Internet pour les femmes enceintes. On en reparlera après sur cet enjeu des premières années de la vie. Alors, on avait le sentiment qu'il fallait un petit peu rééquilibrer avec la balance et que le fromage au lait cru n'est pas qu'une source de danger, mais aussi de bénéfices et que on manquait d'informations sur ces sujets-là. Quand une jeune maman, une maman enfant se rend chez son fromager, elle peut poser ce genre de questions. On entend rarement ces questions-là chez le poissonnier ou chez le boucher, alors que pourtant, quand on regarde un l'échelle des alertes, les fromages sont très très peu, sont tout en bas de la liste par rapport à d'autres risques. On a d'abord créé le collectif Les Crus. On l'a transformé 2 ans plus tard en fondation d'utilité publique, pour rassembler les acteurs de la profession, à la fois des fromagers qui ont accepté de financer ses débuts, qui s'engageaient à apporter 200 000 € à la fondation pour qu'elle puisse développer son action sur 5 ans. Donc un immense merci à eux. Et puis de réunir un collège d'institutions, réunir un collège de scientifiques auquel appartient Estelle Loukiadis notamment, et puis de lancer ce livre blanc qu'on a voté officiellement, vous voyez, en janvier 2022, avec 3 partenaires, VET AgroSup, qui forment les inspecteurs vétérinaires notamment, et Estelle fait un travail important pour ajouter dans les cursus des informations sur le microbiote, la biodiversité et son importance pour la santé. C'est un travail de fond, ça prend du temps, mais c'est comme ça que les idées se diffusent. L'Institut de l'élevage, Cécile Lévy, en particulier, donc, qui suit avec Estelle le travail de Stéphane, et puis le CNAOL, qui a participé au financement de ce livre blanc, et puis qui suit également de manière très très étroite tous les travaux que nous sommes en train de mener. Alors on en est où? Donc Stéphane est en train de travailler sur ce sujet dans le cadre d'un post-doctorat. On avait prévu 1 an et puis face à l'immensité de la tâche, on lui a accordé 4 mois de plus. Donc en fin décembre 2023, on aura ce livre blanc en bonne et due forme. Les risques, vous les connaissez. Donc on va surtout parler de ces bénéfices, dont beaucoup sont émergents dans la connaissance. On ne diffusera sans doute pas tel quel ce livre blanc, bien sûr, on le rendra disponible, mais ça reste un ouvrage scientifique. Estelle va vous expliquer selon quelle méthodologie il est inattaquable. On espère qu'il est inattaquable et on vous expliquera tout ça. Mais on en tirera des éléments de langage pour différents publics. Pour un crémier fromager interrogé par ses clients, qu'est-ce qu'il peut leur répondre? On va demander, la fédération des crémiers fromagers va lancer un petit sondage auprès de ses adhérents pour savoir quelles sont les questions les plus fréquentes qui leur sont posées par les consommateurs. Et on fera une FAQ simple qui permettra à un détaillant de éclairer les choix de ces consommateurs sans se substituer bien sûr au corps médical. Il ne s'agit pas de ça, mais simplement de dire qu'il peut y avoir des risques, aussi des bénéfices qui sont tout à fait probants. On fera ça pareil pour les médias, on fera ça pour les pédiatres, on fera ça pour les autorités sanitaires. On va décliner ça en différents supports pour que tous les enseignements que nous apporte ce livre blanc puissent être partagés et diffusés. Voilà, donc je vais donner tout de suite la parole à Estelle, donc qui va vous expliquer un petit peu l'ampleur de ce travail, et puis ensuite Stéphane abordera les 3 premiers chapitres qui sont les chapitres les plus importants. Voilà. Ah oui.
Ah pardon. Donc voilà, on va faire une présentation à deux voix. Donc moi-même, Estelle Loukiadis, je suis microbiologiste, vétérinaire inspecteur et passionnée de fromage. Donc je vais commencer par vous expliquer la méthodologie, le périmètre de ce livre blanc. Et puis ensuite, Stéphane, vous êtes venu pour ça, vous donnera un peu de faits marquants sur les premiers résultats de notre analyse. Alors, l'originalité de ce livre blanc, c'est que l'on va placer la santé humaine au cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va bien pas sûr parler de fromage, mais on va partir de données de santé humaine. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux facteurs liés aux populations, aux individus, avoir des éléments en termes d'incidence concrète sur la santé de la consommation de fromage. Et donc ça, c'est assez original dans la démarche. Ensuite, on a pris la définition de la santé de l'OMS, qui, pour mémoire, définit la santé comme un complet de bien-être physique, mental et social, qui ne se limite pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc cela veut dire qu'on parle bien sûr de bien-être physique, pas seulement d'absence de maladie, de bien-être physique, mais également de bien-être mental et social. Alors, vous allez le voir, on a une somme colossale de données à traiter, donc on va vraiment développer le côté bien-être physique et on abordera aussi les notions de santé mentale et santé sociale dans ce livre. Alors, ce livre blanc n'aura pas, par contre, vocation à parler de tout autre bénéfice économiques, territoriaux, sociaux de la production fromagère. On est bien sur une entrée santé. En termes de produits concernés, nous avons réalisé une analyse bibliographique qui comprend l'ensemble de l'offre fromagère, que ce soit des produits issus du lait cru ou du lait pasteurisé, avec une attention particulière, bien sûr, aux produits et aux fromages qui contiennent une grande richesse en microbiodiversité. Par contre, alors ça c'est une petite remarque d'emblée, c'est que malheureusement dans la littérature scientifique, on précise souvent produits laitiers, rarement fromage. Et quand on a la notion de fromage, c'est un peu court, on n'a pas de subtilité sur le fait que c'est un fromage au lait cru ou non, et encore moins des informations en termes de technologie. Alors, on rassure quand même, on a beaucoup de données et en fait c'est la somme des données et puis les hypothèses avancées qui nous permettent en fait de tirer des conclusions sur les produits riches en microbiodiversité. L'objectif de cette synthèse bibliographique, bien sûr, c'est de partir des données scientifiques documentées, issues de la démarche scientifique, j'y reviendrai, d'illustrer à la fois les impacts négatifs et positifs, c'est-à-dire qu'on va aller sur l'ensemble des impacts de santé, on ne va pas omettre quelques effets, et puis on va faire aussi un focus vraiment sur les dernières données récentes, parce que vous le verrez, il y a énormément de données qui ont été publiées très récemment. Et puis c'est bien la somme de ces données congruentes, cette somme de publications, qui nous permettra dans le livre blanc d'affirmer si ce qu'on vous présente, il y a un niveau de confiance élevé, parce qu'il y a énormément de données sur ce sujet-là, ou si ce sont des données à confirmer, parce qu'il y a encore des choses à explorer scientifiquement, ou alors des hypothèses qui sont débattues, parce qu'on a des publications qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, last but not least, on dirait, en fait, on va faire vraiment un focus sur les impacts santé liés à la richesse des fromages en microbiodiversité. Parce qu'en fait, microbiodiversité des fromages, microbiote, comme vous le savez, on en entend beaucoup parler, le microbiote et les impacts santé du microbiote sont importants et sont toujours en cours de définition, d'explication et d'étude. Alors cette synthèse bibliographique, en fait, on la réalise bien sûr sur l'ensemble des données mondiales, donc soit produites en France, en Europe ou à l'étranger, donc on ne se limite pas du tout. Et je voulais juste insister sur le fait que ce qu'on utilise, c'est vraiment des documents scientifiques, donc du process scientifique, donc voilà, avec une démarche très cadrée, avec une publication, c'est un document écrit qui répond à des qualités, qui est revu par des pairs, donc des scientifiques de la même discipline, qui fait état de la bibliographie existante en travail, qui fait des liens aussi avec les hypothèses contradictoires. Bref, on se fonde sur vraiment des données qui ont été éprouvées, on va dire, et qui répondent à un process scientifique. Donc ce sont des ouvrages, des publications internationales et rapports avec des comités de lecture scientifiques. Alors, dans la forme de ce livre, on fait une synthèse bibliographique qui soit accessible,
donc à un public non scientifique. Donc ce n'est pas un ouvrage de vulgarisation. Donc comme le disait Arnaud, il y aura un travail qui sera effectué pour pouvoir avoir des communication à différents publics. Et ce n'est pas non plus un ouvrage de recommandation, hein, ne se substitue pas à l'ANSES ou aux agences, mais c'est vraiment un état des données. Donc ce sera un document de 30 à 50 pages hors annexe et qui sera voilà, accessible aussi en un coup d'œil parce que pour chaque titre, on prépare en fait des notions clés, des points essentiels que l'on mettra en chaque début de chapitre qui résument en fait des idées. Et puis, comme le disait Arnaud également, on prévoit une foire aux questions à la fin de cet ouvrage. Et puis, par ailleurs, chaque partie sera illustrée par des figures et des tableaux à rendre la lecture la plus fluide possible, la plus accessible. Et puis, l'autre petit point que je voulais souligner aussi en termes de méthode de rédaction, c'est que cet ouvrage, il est suivi et relu par un comité qui est composé de scientifiques, de chercheurs académiques, mais également de fromagers. Dans les scientifiques, il y a différents secteurs, disciplines, des médecins, des vétérinaires, des microbiologistes, des statisticiens. Et puis sur le côté filière, il y a également plusieurs filières qui sont représentées. Donc en fait, c'est déjà un ouvrage qui a été relu avec un double regard. Donc ça, c'est assez original, y compris dans le domaine scientifique. Alors, je vous parlais de méthode scientifique. Hein, c'est une méthode, alors oubliez le nom, hein, qui est adaptée d'une méthode Prisma, hein, qui est utilisée en travail de revue bibliographique à partir de mots-clés. Et en fait, pour vous dire, on a moissonné sur un premier niveau plus de 7600 publications. Voilà. C'est le socle de départ. Et ensuite, on a travaillé avec des inclusions, des tris, etc. Mais en tous les cas, on peut expliquer cette méthode. Donc, c'est une méthode scientifique, donc on pourra expliquer et finalement qu'on pourra opposer. Finalement, on a voilà, la gage de la qualité du travail, c'est transparent en termes de méthode. On a appris ce qui était dans la littérature, donc pas de parti pris sur le choix des publications. Alors la contrepartie de ce travail, c'est que c'est un travail qui est colossal, c'est Stéphane qui l'a réalisé, et donc un peu long. C'est pour ça que on vous met en appétit parce qu'il faut, voilà, on va travailler à tout cela. Et donc ce livre, il est attendu, donc le contenu pour la fin de l'année, mais le temps de la mise en forme pour février 2024. Voilà, donc maintenant que je vous ai mis en appétit, parce que finalement je ne vous ai rien dit, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous donner à voir les points clés des tout premiers chapitres. Donc, bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Stéphane Mitira, je suis microbiologiste de formation, donc c'est moi qui est en charge de la rédaction du livre blanc. Donc, Arnaud l'a dit, l'objectif de ce livre est de faire vraiment le point sur les données récentes qui concernent les bénéfices et les risques de consommation de fromage sur la santé humaine, et surtout d'apporter une vision vraiment complète de ces bénéfices et de ces risques. Le livre va aborder plusieurs thématiques, donc plusieurs grands chapitres, notamment l'impact de la consommation de fromage microbiote, sur les maladies allergiques et atopiques, sur les maladies cardio-neurovasculaires, sur le système digestif et la régulation du système immunitaire, sur les maladies infectieuses, les cancers, les maladies neurologiques et le bien-être mental. Alors, au cours de cette présentation, je vais vraiment faire le focus sur 3 points, donc ce sont déjà les chapitres que j'ai rédigés ou que je suis en train de rédiger, qui concernent l'impact des fromages sur le microbiote, sur les maladies allergiques et atopiques, et sur les maladies cardio-neurovasculaires. Alors, j'insiste sur un fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des bénéfices. Comme Arnaud vous l'a dit, les risques sont connus, ont été traités. Ils sont bien évidemment traités dans le livre blanc, mais au cours de cette présentation, je vais vraiment faire un focus sur des bénéfices. Tous c'est issus de publications très récentes, on va vraiment apporter des données nouvelles vis-à-vis des bénéfices de la consommation de fromage. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter l'information de fromage sur le microbiote. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Un petit rappel. Donc, en fait, il faut savoir que notre organisme est colonisé donc à différents niveaux, au niveau de la peau, des poumons, du système digestif, par énormément de micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous. Il y a une diversité de ces micro-organismes. Donc, il faut savoir que, ne serait-ce qu'au niveau de nos tubes digestifs, donc au niveau du microbiote buccal et du microbiote intestinal, il y a plus de micro-organismes que de cellules dans notre corps. À titre d'exemple, il y a plus de micro-organismes dans notre intestin qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 100 000 milliards de micro-organismes dans l'intestin. On a identifié environ 1000 espèces différentes, et il faut savoir qu'un microbiote intestinal humain, donc pour chaque individu, nous avons à peu près entre 150 et 160 espèces différentes au sein de notre intestin. Quelque chose qui est très important, c'est que le microbiote est vraiment propre à chaque individu. Il faut vraiment une carte d'identité, au même titre que nos empreintes digitales ou que notre code génétique. Le microbiote joue vraiment un rôle central au sein de notre santé. Donc là, vraiment,
vraiment un essor depuis les années 2010 des publications, donc beaucoup de travaux ont montré son rôle essentiel. On sait qu'un microbiote sain est associé donc, évidemment à la digestion, à un renforcement de la lutte contre les pathogènes, à une meilleure maturation du système immunitaire, à une protection au niveau des risques cardiovasculaires, pareil au niveau des maladies neurologiques, et en gros est associé à un bien-être général. Voilà. Par contre, à l'inverse, un microbiote déséquilibré est associé à de nombreux problèmes de santé, notamment des problèmes de poids, d'obésité, des problèmes cardiovasculaires, aussi associé à des maladies neurologiques, de démence, comme la maladie d'Alzheimer, et à de nombreux troubles au niveau digestif. Alors, un petit rappel, donc ça, je ne vais rien vous apprendre. Le fromage est un élément vraiment complexe et riche. Il y a des apports nutritionnels, des apports microbiens, aussi des apports d'éléments provenant de ces différents micro-organismes, et tout cela a un impact sur le microbiote digestif. Alors, je fais juste une petite parenthèse, j'ai souvent y revenu dessus. Tous les bénéfices que je vais décrire au cours de cette présentation sont toujours, vous savez, dans le cadre d'une alimentation saine et d'une activité physique régulière. Comme vous voyez, malheureusement, on ne peut pas se nourrir de tartiflettes ou de formes de Montbrison tous les jours, enfin, tout le temps. Voilà. Donc, quelles sont les modifications du microbiote lors de la consommation de fromage? Donc, ce que l'on sait, c'est que la consommation de fromage favorise l'abondance des bactéries lactiques et l'accroissement de la diversité du microbiote. Plus cette diversité est grande, mieux l'état de santé général sera bon pour l'individu. On sait que la consommation de fromage est associée à la réduction de l'abondance du microflore associé à la prise de poids. Elle favorise l'abondance de microflore productive d'acides gras à courte chaîne. Donc, ces acides gras à courte chaîne, j'y reviendrai après sur toute la partie atopique, donc qui joueront un rôle très important au niveau de la santé, et favorise l'abondance des microflores impliqués dans la protection contre les microflores pathogènes. Alors, les fromages sont aussi une source de pré- et de probiotiques qui peuvent impacter les microbiotes et apportent des composés actifs. Donc, les prébiotiques sont des éléments non vivants qui ne vont pas être assimilés par notre corps, mais vont avoir un impact bénéfique sur le microbiote. Les probiotiques, elles, sont des éléments vivants qui aussi vont avoir un effet bénéfique sur le microbiote. Mais dans les fromages, il y a aussi des acides gras à courte chaîne, des peptides bioactifs. Alors, ces peptides résultent de la dégradation des protéines, donc ça, j'y reviendrai un peu après. Et en gros, plus l'affinage sera long, plus cette concentration en peptides bioactifs sera importante. Et les fromages sont aussi une source de minéraux et d'acides aminés comme le GABA. Et ces différents éléments jouent vraiment divers rôles protecteurs contre notamment le stress oxydatif, les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les maladies atopiques. J'ai fait une petite parenthèse sur le microbiote buccal dont on parle beaucoup moins, mais qui est assez intéressant. Donc on sait que la consommation de fromage, ça a été publié, joue un rôle contre la protection contre les caries. Les auteurs qui travaillent sur un fromage de type Grana Padano ont vu que la consommation de fromage modifie le ratio Streptococcus mutans vis-à-vis Streptococcus sanguinis. Donc S mutans est une bactérie qui est associée plutôt aux caries. S sanguinis est un antagoniste. Donc en fait, en favorisant S sanguinis, le taux de S mutans diminue, donc il y a moins de risque de caries. Le fromage permet aussi une augmentation du pH dans la bouche, qui est protecteur, et apporte différents éléments qui peuvent favoriser la reminéralisation des dents, notamment le calcium et le phosphore. D'ailleurs, ces auteurs préconisaient, si on n'a pas de brosse à dents pour éviter caries, manger du Grana Padano. Voilà. En ce qui concerne la persistance dans la bouche, donc là, les données sont assez contradictoires. Certains auteurs ont vu que les fleurs lactiques pouvaient subsister quelques jours dans la bouche, d'autres au contraire ont vu qu'elles ne faisaient que passer. Donc là, à ce niveau-là, on ne sait pas plus. Maintenant, je vais aborder la thématique des maladies allergiques et atopiques. Alors, je vais surtout parler des allergies de type 1 ou immédiates. Donc, ce sont les allergies les plus fréquentes et qui peuvent avoir les conséquences les plus graves, vu qu'elles peuvent aller dans les cas vraiment extrêmes à des chocs anaphylactiques. Donc, elles font intervenir différents composants du système immunitaire, que je ne vais pas du tout décrire là, que c'est quelque chose qui est assez complexe, mais que je décris le plus simplement possible dans le livre blanc. Il faut savoir que la prévalence des allergies aux protéines de lait de vache est comprise entre 0,5 et 3% chez les nourrissons, mais que cette prévalence tend à diminuer ensuite, elle tombe à 0,5% chez les adultes. J'ai juste fait un petit focus sur les intolérances au lactose, qu'il ne faut surtout pas confondre avec les allergies. Ça n'a rien à voir, et surtout que, vous savez, le lactose, au cours de la fabrication de fromage, est quasiment entièrement transformé en acide lactique, donc il n'y a quasiment plus de lactose ou quelques traces. C'est que les gens qui ont cette intolérance, normalement, font manger du fromage sans avoir de soucis particuliers. Alors, le fromage a certains bénéfices vis-à-vis de ces allergies, justement, ces allergies alimentaires. Donc, comme vous le savez, au cours de la fabrication de fromage, il y a une forte protéolyse. Les protéines, donc notamment la caséine, la bêta-lactoglobine, peuvent être protéolysées, donc détruites en peptides. Et ces peptides, eux, ne sont pas reconnus par les anticorps. Donc, ce qui va atténuer, diminuer, voire supprimer les risques allergiques. De même, certaines études ont montré que certains peptides ont aussi un effet protecteur sur l'intestin et empêchent les protéines qui restent de pénétrer l'organisme et donc d'avoir une réaction allergique. C'est un mécanisme qui est bien connu, mais ne serait-ce qu'en 2018, il y a plusieurs publications ont montré, plusieurs auteurs ont découvert de nouvelles souches
de bactéries lactiques, capables notamment de protéolyser la caséine, mais aussi la bêta-lactoglobuline, qui est plutôt résistante. Donc même si les mécanismes sont connus, on voit encore aujourd'hui de nouveaux travaux qui permettent vraiment de découvrir de nouvelles souches qui ont vraiment un intérêt au niveau de la fabrication de fromage et pour le consommateur. Je fus rapidement, malheureusement, des fois certaines protéines peuvent échapper à la protéolyse, et la protéolyse peut engendrer, mais dans des cas très très rares, des peptides qui peuvent aussi avoir des réactions allergiques. Mais grosso modo, la fabrication de fromage vraiment protège contre ces allergies. En ce qui concerne les maladies atopiques, donc notamment la dermatite atopique, qui se manifeste notamment sous forme d'eczéma, les rhinites allergiques, qu'on appelle le rhume des foins communément, ou l'asthme, il y a eu au cours des années 90 et 2000 de nombreuses publications qui ont montré qu'il y avait un lien entre la vie dans la ferme et la consommation de lait cru ou de produits transformés à partir de lait cru, et une diminution du risque de développer des maladies atopiques et des allergies alimentaires chez les enfants. De toutes ces observations est né un très vaste programme qui est la cohorte Pasture, donc je pense que la plupart d'entre vous ont dû entendre parler, qui a regroupé des chercheurs de 5 pays européens, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Suisse et la France. Environ 1000 femmes enceintes ont été recrutées entre 2002 et 2005, donc la moitié d'entre elles vivaient dans un environnement fermier et l'autre moitié non. Et les enfants ont été suivis de la naissance jusqu'à leurs 16 ans. Alors qu'est-ce que cette cohorte a apporté? Elle a permis de confirmer le rôle protecteur de la naissance et de la vie à la ferme, ainsi que de la consommation de lait cru et de produits fabriqués à base de lait cru, contre diverses pathologies allergiques et atopiques. De plus, au niveau des fromages, cette étude a permis de montrer qu'une consommation de fromage à l'âge de 18 mois permettait d'observer une diminution du risque de développer des rhinites et des allergies alimentaires, et que la diversification de ces fromages chez les nourrissons, à partir de 18 mois, permettait en plus de réduire, de développer des dermatites atopiques et des allergies alimentaires. L'étude Pasture a aussi permis de mettre en évidence certains facteurs qui peuvent expliquer ces effets protecteurs. Notamment, donc, ces facteurs sont un peu plus connus sur ce qui concerne le lait cru. On sait que la consommation permet une maturation particulière du microbiote. Il y a une plus forte concentration en acides gras de type oméga 3. La consommation entraîne aussi une plus forte production d'acides gras à courte chaîne. Et tout cela a un rôle anti-inflammatoire et un impact de la maturation du système immunitaire. En gros, le système immunitaire va plus s'axer vers une réaction non allergique que si les enfants ne consommaient pas ces produits. Au niveau du fromage, les mécanismes sont moins connus, donc il y a encore beaucoup de recherches à ce niveau. On sait qu'au sein du fromage, il y a des flores capables de moduler la réponse immunitaire. Les bactéries lactiques et propioniques qui sont présentes dans le fromage ont des propriétés anti-inflammatoires. Et là, j'ai fait un peu le focus sur une étude qui était très intéressante, donc qui était réalisée chez la souris, des souris qui souffraient de dermatite atopique. Les auteurs ont isolé dans un fromage une souche de lactocoque et ont vu que si ces souris consommaient cette souche, les effets de la dermatite atopique étaient réduits. Mais si cette souche était inclue dans du lait, un fromage ensuite était fabriqué à partir de ce lait, donc la souche dans le fromage, et que le fromage était consommé par les souris, cet effet protecteur est encore plus fort. Donc il y a bien un effet protecteur de la bactérie, mais l'environnement du fromage renforce vraiment cet effet protecteur. Voilà. Et maintenant, je vais finir par vous parler des maladies cardio-neurovasculaires. Donc, c'est un chapitre que je suis en train de rédiger. Donc, je vais vraiment faire le focus sur certains points très, très récents et qui sont souvent très intéressants à présenter. Voilà. La question qu'on peut se poser, est-ce que la consommation de fromage présente des risques vis-à-vis des maladies cardio-neurovasculaires? Donc, j'ai fait beaucoup de bibliographies dessus. Et ce qu'il en ressortait, c'était au contraire, les fromages, au pire, n'avaient pas d'impact sur les maladies cardiovasculaires, au mieux pour avoir un léger bénéfice. Très récemment, là, au mois de juin de cette année, en 2023, une publication sortie par Zhang et Hall a fait un peu une synthèse. Donc, cette publication est une méta-analyse. Alors rapidement, qu'est-ce qu'une méta-analyse? En gros, les chercheurs se posent une question, vont rechercher dans la littérature toutes les publications qui traitent de cette question, donc, par exemple consommation de fromage et maladies cardiovasculaires, vont extraire les données de ces publications et les grouper. Ce qui fait que cela va permettre d'avoir énormément de données et donc faire des tests statistiques vraiment très robustes. Comme là, justement, sur la mortalité sur l'ensemble des maladies cardiovasculaires, leur méta-analyse a porté du coup sur 700 000 patients. Donc c'est vraiment énorme. Donc, qu'est-ce que leur méta-analyse a pu mettre en évidence? Donc, en ce qui concerne l'immunité, ils ont vu que les personnes qui consommaient des fromages avaient un risque environ 1,1 fois moins élevé de mourir d'une maladie cardiovasculaire que ceux qui n'en consommaient pas. Vis-à-vis des maladies coronariennes et des AVC, ils ont vu que le fromage n'avait pas d'impact. En ce qui concerne la morbidité, donc en gros l'incidence de ces maladies, ils sont aperçus que les consommateurs de fromage étaient moins élevés, environ d'un facteur 1,1, de souffrir de maladies cardiovasculaires donc dans la globalité, mais aussi de maladies coronariennes et d'AVC. En ce qui concerne l'hypertension, ils n'ont pas vu d'impact positif ou négatif des fromages.
Donc voilà, donc ça c'était déjà un premier point qui était très intéressant et très récent, vu que la publication date du mois de juin de cette année. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que la consommation de fromage ne présente-t-elle pas un risque vis-à-vis de l'obésité? Alors, depuis les années 2010, il y a eu énormément de publications qui tendent à démontrer, là aussi, que la consommation de fromage, donc toujours dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, avait au pire pas d'impact, au mieux pouvait même avoir des bénéfices. Donc, vous verrez dans le livre blanc, j'ai cité beaucoup de travaux, mais là, je vais vraiment faire le focus sur deux publications très récentes, toutes les deux de 2022. Donc, une publication américaine publiée par Yuan en 2022. Cette publication portait sur 116 000 femmes âgées de 25 à 42 ans, et ils ont observé le risque d'obésité postpartum de ces femmes. Ils sont aperçus que ce risque d'obésité était 26% plus faible chez les femmes qui consommaient du fromage. Et le même résultat était observé pour les yaourts, autour de 30%. Donc il y avait vraiment un effet protecteur de la consommation de fromage et de yaourt. Une autre publication très intéressante, donc là aussi de 2022, une publication grecque, qui a été réalisée chez plus de 170 000 enfants âgés de 8 à 17 ans. Les auteurs ont vu que les risques d'obésité étaient 10% plus faibles chez les enfants qui consommaient des yaourts et ou du fromage. Ils ont de plus observé que ces enfants-là avaient de meilleures conditions physiques pour faire du sport, et cette consommation de fromage était un indicateur vraiment d'hygiène de vie. Les enfants qui consommaient du fromage avaient tendance à se coucher plus tôt et regarder moins la télévision. Donc il y avait vraiment un ensemble, donc c'est la cause de la conséquence, mais ceux qui consommaient du fromage avaient une hygiène de vie meilleure. Donc voilà, au niveau de l'obésité, la littérature très récente tend à démontrer, enfin obésité et surpoids, qu'il y a soit pas d'effet, soit plutôt un bénéfice. On entend aussi beaucoup dire est-ce que la matière grasse du fromage représente un danger. Donc là, je suis en train de faire la bibliographie, donc je vais juste vous présenter un cas très intéressant, mais voilà, mais la plupart des bibliographies tentent à démontrer qu'au contraire, il y aurait plutôt un effet protecteur de cette matière grasse. Dans cette publication que je vous présente, donc publiée par Sheol en 2022, une publication canadienne, les auteurs en fait ont travaillé sur des porcelets à qui, donc sur un groupe, ils leur ont fait suivre un régime riche en matière grasse, et ils se sont aperçus rapidement que les porcelets développaient des signes de résistance à l'insuline et de taux de glucose dans le sang élevé, donc en gros des signes de prédiabète. L'autre groupe de porcelets a suivi le même régime riche en matière grasse, sauf que les auteurs ont introduit des matières grasses provenant de yaourt, de lait et de fromage. Et là, ils se sont aperçus, au contraire, une amélioration de la sensibilité à l'insuline et un taux de glucose dans le sang plus faible. Donc là, ils ont vu au contraire un effet protecteur de la matière grasse, des matières grasses issues de produits laitiers sur ces risques de prédiabète. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais là encore, les travaux sont en cours, il y a encore beaucoup de travail, mais il pourrait y avoir un rôle du calcium. Donc, le calcium est un antagoniste de l'hormone parathyroïdienne, donc permettrait d'une part de faciliter la dégradation des acides gras et d'empêcher leur stockage. Et on est quasiment sûr qu'il y a aussi un impact sur le microbiote. Donc, comme je vous l'ai dit, un microbiote sain est associé aussi à moins de prise de poids, moins d'obésité, et que la consommation de fromage a vraiment un impact très positif sur le microbiote. Il y a certainement aussi un lien à ce niveau-là. Voilà. Donc, en conclusion, ce livre blanc est en cours, hein, il reste encore beaucoup de travail, beaucoup de données à exploiter. Au cours de cette présentation, j'ai vraiment fait un focus sur les bénéfices, donc vous allez voir des données très récentes que je voulais vous présenter, mais les risques sont bel et bien aussi abordés dans le livre blanc. Par contre, concernant les bénéfices, s'il y a 3 points à retenir. On sait que la consommation de fromage est bénéfique pour le microbiote. De nombreuses études ont démontré le rôle protecteur des produits laitiers et des fromages vis-à-vis des maladies atopiques et allergiques. Et contrairement aux idées reçues, la consommation de fromage n'engendre vraisemblablement pas de surrisque vis-à-vis de l'obésité et serait même bénéfique ou neutre vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux. Estelle et Stéphane, est-ce que parmi toute cette masse d'informations, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont beaucoup étonné, qui étaient inattendues pour vous? Oui, notamment au niveau de tout ce qui est cardiovasculaire. Notamment, j'avais quand même l'image fromage égale gras, donc égale risque de surpoids, d'obésité et maladie cardiovasculaire. Toute la littérature tend vraiment à démontrer, toujours voilà, dans le cas d'une alimentation saine, que les fromages ont au contraire un rôle vraiment protecteur. Et même ce qui ressort, qui m'a vraiment surpris, étonné, et je trouve très logique, vis-à-vis de la publication grecque, mais aussi d'autres données tendent vers ça, c'est que les gens qui consomment le fromage semblent avoir une hygiène de vie, vraiment une construction du repas qui fait que le fromage finit le repas, et donc vraiment, je dirais entre guillemets, moins de malbouffe, moins de télévision, voilà, essayer d'avoir une... Voilà, il y a vraiment, c'est un tout, aussi bien physique que mental.
Alors, il y a beaucoup de, il y a aussi des effets de mode hein, dans la recherche scientifique. Tout d'un coup, il y a des concepts qui sortent. Donc là, on a le microbiote intestinal depuis une dizaine d'années. Est-ce que toutes ces études sont robustes ou on va passer à autre chose après? Ce sont des données de mémoire, donc c'est un peu approximatif. Mais si on regarde le PubMed, donc PubMed, c'est vraiment la banque de données américaine utilisée mondialement par tous les chercheurs sur tout ce qui est biologique et médical. Le nombre de publications dans les années 2010 sur on tape microbiote, on tombe sur, je ne sais plus, une centaine de publications, en 2013, une centaine de publications. Si on va voir entre 2009 et 2020, on tombe à plus de 20 000 publications sur cette thématique. Donc vraiment, il y a un effet de main, on a découvert des choses dessus, et du coup, vraiment, énormément de recherches. Mais je dirais, c'est pas vraiment un effet de mode, parce qu'on se rend compte, notamment le microbiote, au début, qui était assez, ça nous a digéré, point, et maintenant on se rend compte qu'il est à énormément de facteurs. Donc voilà. Et si on regarde, comme je dis, plus de 1000 espèces, uniquement au niveau du microbiote dit intestinal, plus de 1000 espèces identifiées, chaque individu a un microbiote différent, même si tous, même malgré ces différences, tous tendent à peu près à avoir les mêmes fonctions, dans le cas d'un microbiote sain. On se rend compte qu'il y a une masse de travail pour essayer de comprendre tout cela. En plus, le microbiote va interagir avec notre propre corps, notre propre système immunitaire. En fait, je pense que c'est exponentiel. La recherche va au contraire continuer à se développer dessus. Il y aura de plus en plus de travaux. Donc, je vais simplifier un petit peu les choses. Je rebondis sur cette notion de paradigme. En fait, on est confronté à un choix de modèle alimentaire. Hein. Il y a un modèle alimentaire qui s'est imposé depuis 50 ans hein, et un petit peu plus, qui va plutôt vers des aliments vides, des aliments stériles, des aliments ultra transformés. Et puis, de l'autre côté, on a des aliments plus simples, dans les aliments fermentés de manière générale. Et le fromage est un aliment à la fois ultra simple, comme vous le savez, et puis excessivement riche en microbiodiversité. Hein. Je crois que c'est l'un des plus riches au monde, 1 milliard de micro-organismes par gramme. Et donc, c'est ce sujet-là qu'il faut mettre sur la place publique beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent, et pas laisser aux ingénieurs de l'alimentation une forme de monopole sur les modes alimentaires. Alors, ça m'amène à poser une question. Alors, juste un rappel, Alexis Mosca, qui est pédiatre, qui fait partie de la Fondation, nous avait expliqué lors d'une conférence précédente que notre microbiote, il était 40% moins riche que ce qu'était celui de nos ancêtres, qui était resté très très stable pendant un certain nombre d'années. Il nous avait aussi expliqué que le microbiote, il est très très stable. Il se forge dans les premières années de la vie, grosso modo les 5 premières années de la vie. Et puis qu'ensuite, on peut changer son régime alimentaire, on peut changer différentes choses, mais ce socle, il reste toujours là. Et dès qu'on change, dès qu'on est plus dans une modification de son régime, on y revient aussitôt. Donc très important les 5 premières années de la vie. On avait aussi, lors d'une conférence, entendu que les préférences alimentaires, elles se forgent dans les 5-6 premières années de la vie. Donc, juste pour compléter et répondre à tes deux questions, Arnaud, l'intérêt de ce livre blanc, c'est d'une part des choses que l'on n'imaginait pas, donc des changements de paradigme. Stéphane l'a évoqué hein, sur l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Voilà, par rapport à des choses qu'on entend et qui sont entrées finalement dans le sens commun, finalement on a des preuves scientifiques solides, hein, qui vont toutes dans le même sens, donc ça c'est d'autant plus solide, qui battent en brèche ces idées reçues. Donc c'est vraiment l'objectif. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que voilà, on avait bien les données. Elles sont souvent très récentes parce que c'est aussi pas une histoire de mode en science. Hein, c'est une histoire aussi de front de science, c'est-à-dire qu'on se nourrit des recherches précédentes et donc on avance de plus en plus loin. On a des technologies aussi de séquençage, bon, je n'entrerai pas dans les détails, qui ont beaucoup, beaucoup progressé, ce qui fait que ça nous aide à repousser les limites des connaissances. Mais en tous les cas, ça va dans le même sens. Et vraiment, ce livre blanc, ça permettra de changer de paradigme hein, et peut-être aussi d'objectiver vraiment solidement ces changements de point de vue, quoi, en fait. donc je vais simplifier un petit peu les choses. Je rebondis sur cette notion de paradigme. En fait, on est confronté à un choix de modèle alimentaire. Hein. Il y a un modèle alimentaire qui s'est imposé depuis 50 ans hein, et un petit peu plus, qui va plutôt vers des aliments vides, des aliments stériles, des aliments ultra transformés. Et puis, de l'autre côté, on a des aliments plus simples, dans les aliments fermentés de manière générale. Et le fromage est un aliment à la fois ultra simple, comme vous le savez, et puis excessivement riche en microbiodiversité. Hein. Je crois que c'est l'un des plus riches au monde, 1 milliard de micro-organismes par gramme. Et donc, c'est ce sujet-là qu'il faut mettre sur la place publique beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent, et pas laisser aux ingénieurs de l'alimentation une forme de monopole sur les modes alimentaires. Alors, ça m'amène à poser une question. Alors,
Juste un rappel, Alexis Mosca, qui est pédiatre, qui fait partie de la Fondation, nous avait expliqué lors d'une conférence précédente que notre microbiote, il était 40% moins riche que ce qu'était celui de nos ancêtres, qui était resté très très stable pendant un certain nombre d'années. Il nous avait aussi expliqué que le microbiote, il est très très stable. Il se forge dans les premières années de la vie, grosso modo les 5 premières années de la vie. Et puis qu'ensuite, on peut changer son régime alimentaire, on peut changer différentes choses, mais ce socle, il reste toujours là. Et dès qu'on change, dès qu'on est dans une modification de son régime, on y revient aussitôt. Donc très important les 5 premières années de la vie. On avait aussi, lors d'une conférence, entendu que les préférences alimentaires, elles se forgent dans les 5-6 premières années de la vie. Et donc parallèlement, on a cette mesure des autorités sanitaires qui envoient un signal fort aux parents en leur disant « Attention, pas de fromage au lait cru à vos enfants ». Donc là, on est dans une contradiction. Donc comment on peut arbitrer ça? Je pense que ce n'est pas une notion d'arbitrage. Enfin voilà, il y a des risques, il y a des bénéfices, et après chacun est libre de choisir, mais c'est un choix éclairé. Voilà. Après là, l'objectif du livre blanc, encore une fois, c'est d'établir les données. Comme ça, chacun aura, en tant que consommateur, en tant qu'acteur de la filière, chacun aura finalement les données, les dernières données, les données scientifiques, avec ce niveau de confiance associé, qui permettra à chacun de choisir en fait. Bonjour à tous, merci pour ce boulot parce que ça va vraiment nous faire du bien dans les discussions qu'on peut avoir à la fois dans la filière, mais aussi dans notre quotidien, parce que ça marche aussi avec. Juste un truc, effectivement, vous parlez donc du fromage, et Arnaud parle ensuite du fromage au lait cru. Alors, dans le livre blanc, si j'ai bien compris, on ne fait pas de distinguo entre fromage pasteur et fromage au lait cru. Est-ce que nous, on a quand même l'impression dans notre quotidien de plutôt vendre, entre guillemets, mettre en avant le fromage au lait cru? Est-ce qu'il y a forcément des arguments différents, peut-être encore davantage pour le lait cru plutôt que pour le fromage en général? Effectivement, alors comme Estelle l'a précisé, au niveau des publications, souvent, c'est pas précisé. On a le mot cheese, et alors, quand certains, voilà, au mieux, parce que des fois c'est juste produit laitier, des fois certains auteurs vont vraiment parler de fromage, donc on peut savoir en retrouvant le fromage si c'est un AOP, donc on sait qu'il sera obligatoirement au lait cru, donc là, dans le livre, je le précise, voilà, ces auteurs ont travaillé sur tel fromage qui est au lait cru. En gros, dès que l'information est donnée, je le précise dans le livre blanc. Voilà, ça sera automatiquement précisé quand j'ai la donnée. Et pour compléter, en fait, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, on a cette limitation, mais qui est, j'allais dire, un peu culturelle. Vous voyez, quand on a des publications américaines, on a produits laitiers, on a rarement le fromage, et quand on a fromage, on n'a pas le nom, ni même la technologie associée. Pour autant, dans ce travail de synthèse bibliographique, on a, on va dire, un faisceau de preuves concordantes. Et donc, quand on a des informations qui tentent à montrer que la richesse, j'allais dire en termes de quantité ou de variété d'espèces dans les fromages a un impact santé, direct sur la santé ou via le microbiote, en fait, on peut quand même raisonnablement et sans faire de commettre de fautes scientifiques, faire des extrapolations en considérant que, de fait, plus la microbiodiversité du fromage sera importante, plus les impacts santé qui sont en général constatés seront importants. Voilà. Donc, dans la rédaction, à chaque fois qu'on aura les données directes, on le précisera, et autrement, on fera en sorte dans les synthèses d'expliciter cette notion-là pour que vous puissiez vous appuyer sur ces données, sur ce qui est écrit dans le livre, pour pouvoir illustrer les bénéfices et les risques santé fromage au lait cru. Je vais ajouter aussi un petit commentaire. Fromage au lait cru, c'est une notion réglementaire. Alors, ce qui est important, c'est la réalité de cette biodiversité. On sait qu'en France, on a plus d'un fromage au lait cru sur 2 qui est paucimicrobien, qui est fait à partir de lait paucimicrobien, qui a moins de 5000 UFC par millilitre. Hein. Il y a quelques décennies, on était au-delà de 100 000. Voilà. Donc, on a beaucoup baissé. Ces laits sont pratiquement stériles. Hein. Les pasteurisés, c'est environ 3000 UFC par millilitre. Alors, ça dépend de l'intensité du traitement thermique. Mais voilà. Et ça pose tous les problèmes qu'on connaît d'expressivité pour les fromagers. Hein, il y a ils ont du mal à se distinguer parfois au sein de filières collectives parce que tout le monde utilise des laits très pauvres. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc voilà, donc quand on parle de fromage au lait cru,
Ce qu'on veut dire par là, c'est fromage qui est riche en biodiversité microbienne. Donc cette biodiversité elle est plus ou moins riche. Donc attention à ne pas s'enfermer dans les mots. Et on peut avoir à l'autre extrême des produits qui ont été traités thermiquement, mais sur lesquels des fabricants vont travailler avec des cocktails de souches importants. On voit ça maintenant, 20, 25 souches, donc, dans lesquels il y aurait une microbiodiversité importante. Voilà. C'est pour recadrer un peu le sujet. Une petite précision à ce niveau, notamment tout à l'heure vis-à-vis des allergies, je parlais que des publications récentes avaient identifié des nouvelles souches de bactéries lactiques qui pouvaient protéolyser la casine et la bêta-lactoglobuline. C'est aussi quelque chose que j'essaie de faire ressortir dans le livre, c'est qu'il est important qu'il s'est diversifié parce que la microbiologie, enfin le vivant est en évolution constante et justement garder du lait cru permet aussi de voir l'évolution de souches qui vont développer des nouveaux mécanismes et donc même actuellement c'est pas figé, on a encore des nouvelles bactéries lactiques avec des nouvelles propriétés qui émergent. Donc voilà, c'est quelque chose c'est vraiment une richesse qui est importante de préserver parce que voilà. Je m'appelle Charlie. J'aurais juste une petite question sur la consommation, quantité et de quelle fréquence finalement de consommation de fromage ou de produits laitiers on parle. Est-ce que on est sur 1 kg par jour par personne ou bien sur quelques grammes? Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais généralement les auteurs tablent sur à peu près une portion par jour. Alors au niveau de ce qui est présenté au niveau cardiovasculaire, ils sont sur autour de 40 grammes par jour de fromage. Voilà. Après, certaines études vont dire 2 à 3 portions de fromage. Voilà, on tourne autour d'une quarantaine, cinquantaine de grammes de fromage par jour. Grosso modo, au niveau des publications. Oui. Ben, moi, ça m'interroge encore parce que on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'inconnus et une telle variété, une telle diversité que pour nous, producteurs, comment s'y retrouver et se sentir fiable. C'est vrai que c'est toujours plus facile d'expliquer des risques à court terme, aigus, qui se voient très rapidement, que des bénéfices complexes à long terme. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce livre blanc, de rendre accessible la complexité, alors toujours dans un langage scientifique, il faudra encore l'adapter, comme le disait Arnaud, en fonction des interlocuteurs pour expliquer, pour que ce soit accessible encore plus facilement. Mais c'est vrai que c'est tout un travail. Pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas s'y mettre, hein, et donc c'est l'objectif de ce livre blanc. Mais on va essayer. Et je vous garantis qu'il y a matière. Alors, il y a un autre aspect aussi qu'on peut évoquer, là directement pour les fabricants. On a parlé de nouveau paradigme sanitaire, mais aussi un nouveau paradigme qui s'esquisse en termes de production. Marie-Christine Mantel, l'ancienne responsable de l'INRA Auvergnat, racontait qu'il ne faut pas laisser entrer le goût dans la bergerie. On a appliqué depuis quelques décennies une stratégie du vide, hein, on est très, très hygiéniste au moment de la traite, et c'est ce qui fait qu'on a des légumes aussi microbiens, on ne les laisse plus s'ensemencer avec l'ambiance, et donc on a des laits morts pratiquement. Et maintenant, une grande partie de la réflexion porte sur tout ce travail en amont. Comment on fait pour qu'on n'ait pas des pathogènes en amont? Donc, différentes études récentes suggèrent plusieurs choses. Tout d'abord, qu'il faut travailler sur l'équilibre des ressources, ne pas demander à la nature plus que ce qu'elle peut offrir, ne pas forcément avoir des démarches hyper productivistes. Les vaches à 10 000, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Une alimentation à base de compléments, ça peut fragiliser bien sûr ces animaux. Ça veut dire aussi les ensilages, tout ça, vous connaissez, c'est des risques sanitaires importants, mais c'est aussi le bien-être animal, alors pas au sens de son ciblerie écologique, parce qu'on se rend compte que ça a un effet sanitaire direct, mais aussi le bien-être humain, la compréhension de son système. Pas déléguer aux vendeurs d'intrants, aux vendeurs de détergents, etc., à des tas de techniciens qui encadrent le métier, c'est tout un système qui fonctionne comme ça. Reprendre la maîtrise, la compréhension de son système. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est orienter les éleveurs vers une approche plutôt agroécologique, c'est plutôt ces orientations-là, mais c'est aussi en faire des éleveurs de microbes. Cette expression a été élevée, qui comprennent bien ça, en quoi leur travail va permettre d'enrichir et de sécuriser un fromage. Donc là, il y a tout un travail à faire culturel, d'éducation, et qui est très important.
au-delà des problèmes de résilience avec le dérèglement climatique. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours. On en reparlera tout à l'heure. On fera une réunion plénière là-dessus et je vais intervenir différentes personnes sur ce sujet-là. Donc voilà, donc ce nouveau paradigme, il nous permettra peut-être de sécuriser plus l'amont. Alors ça veut dire, bien sûr, on va continuer à travailler, comme vous le faites tous, sur l'ensemble de la chaîne. Hein. Il ne s'agit pas de se dire, voilà, on peut relâcher les efforts ensuite. Il y a donc tout cet aspect-là. Et puis ensuite, ben, le fait qu'on ait un milieu complexe, si jamais un pathogène s'introduit dans ce milieu-là, il fera peut-être moins de dégâts que dans un produit plus stérile, plus vide, où il y a moins de diversité. J'étais il y a quelques jours avec la coopérative Jeunes Montagnes à l'Aïol. Donc, ils avaient été confrontés il y a une dizaine d'années à l'appauvrissement continu de leur lait. Ils avaient des problèmes, parfois des alertes sanitaires graves. Ils avaient des problèmes ils n'étaient pas satisfaits en termes de qualité produit. Donc, ils étaient environ à 5000 IFC par millilitre en moyenne. Et donc, ils sont engagés dans tout un programme AMO, selon les valeurs que je vous ai indiquées avant. Ils sont montés maintenant à 15-20 000 et avec deux effets. Ils ont des produits dont ils ne sont plus contents en termes d'expressivité. Et surtout, ils n'ont plus de grands problèmes sanitaires. C'est-à-dire quand il y a un problème sanitaire qui intervient, ça peut arriver toujours, mais il ne prend pas les proportions qu'il prenait avant. Voilà. Donc ça apporte aussi une forme de sérénité. Et là, c'est tout le rôle d'effet barrière de ces écosystèmes complexes microbiens qui est sans doute en jeu. Donc voilà, donc là c'est une direction qui s'esquisse. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour être plus pratique pour les fabricants, mais en tout cas c'est une direction qui est très, très porteuse et qui va tout à fait dans le sens de la protection de la santé des consommateurs. Je voulais déjà remercier pour ce travail parce que c'est un gros travail et quelque chose dont on a besoin dans la vie de tous les jours parce que, comme ça a été évoqué rapidement, après la sortie du livre blanc, je pense qu'on doit poser des questions sur les systèmes de production. Et ça sera vraiment un enjeu fort, puisque c'est pas tout d'être au lait cru, c'est tout d'avoir la diversité. Et tous les systèmes ne mènent pas au même résultat. Donc je pense qu'il y aura une deuxième phase très importante. Mais effectivement, la première, c'était celle-là, parce que aujourd'hui, tout le conseil technique, dès qu'il y a un petit souci, c'est hygiène, 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 désinfection dans tous les sens. Et des fois, ça peut casser les systèmes qui sont assez résilients. Et la thèse de Mathilde Lagrola, dont on a parlé récemment dans Profession Fromager, vient démontrer ça. Donc c'est un élément de plus qui vient à l'édifice, mais il est fondamental et je tiens vraiment à remercier là-dessus, que ce soit Stéphane, je ne vais pas dire le nom, mais ou VetaGrossup pour avoir encadré et avec toute l'équipe qui est là derrière. Merci à vous là-dessus. Je ne peux que féliciter et remercier les intervenants sur ce travail du livre blanc. C'est vraiment merveilleux. Au niveau de la fondation, j'essaye d'occuper une petite place au niveau bon. Et je découvre que, eh bien, effectivement, nous avons le même problème dans le sol et dans les plantes. Ça veut dire les monocultures d'un côté dans les plantes et des sols qui aujourd'hui sont stériles. On le croit ou on le croit pas, mais ce sont des tonnes de petites bêtes microbiennes qui sont dedans. Et peut-être qu'au lieu d'être éleveur d'une vache qui fait 10 000 kilos ou d'une chèvre qui fait 1000 kilos, on ferait peut-être mieux de baisser de 30% la production et l'alimentation que l'on donne à la bête, la transposer au niveau du sol pour lui permettre justement que l'éleveur devienne un éleveur aussi de petites bêtes microbiennes, vers de terre, etc. Est-ce qu'il y a des relations entre on découvre qu'il y a donc du microbiote dans le sol et maintenant le microbiote dans les plantes. Alors, est-ce que si on arrive à équilibrer le sol, donc le microbiote sera modifié. Si les plantes sont également plus résistantes, le microbiote est modifié. Est-ce que ça ramène du positif ensuite pour l'humain? Je vais faire une réponse assez large, au sens où effectivement, quand on parle de microbiodiversité dans les fromages, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais bien évidemment, la présence de micro-organismes, elle est, j'allais dire, dans tout notre environnement et nous-mêmes, nous en faisons partie. Stéphane l'a rappelé.
En fait, quand on se regarde dans un miroir, on a plus de micro-organismes en face de nous que de cellules de notre propre corps, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que évidemment, la microbiodiversité se limite pas à un produit, à un être humain ou un animal. Donc, c'est bien un ensemble. Et c'est même plus complexe que ça, parce que bien évidemment, tout cela communique et s'échange. On s'échange des micro-organismes en permanence, on le sait bien, mais c'est même un niveau de complexité supérieure parce qu'on échange aussi des gènes issus de ces micro-organismes. Donc tout ça représente un flux. Et c'est un continuum entre les différents, on peut faire des secteurs, hein, entre l'environnement, le sol, la plante, l'animal, le produit, les lieux de fabrication, l'homme, enfin voilà, donc c'est un continuum. De là, vous dire qu'il y a des études, alors ça on n'a pas fait le travail puisqu'on s'est concentré sur la partie, on est parti de l'aval, hein, on est parti de l'homme, donc on n'a pas fait le travail bibliographique sur le microbiote des plantes et du sol, mais ce qui est certain, c'est que les problématiques sont certainement les mêmes, que de toute façon tout est lié, et que c'est bien que pour ça que toutes les approches globales pour comprendre le microbiote et ses flux, et finalement les impacts santé, c'est-à-dire presque une approche, vous savez ce qu'on entend parler d'approche One Health, globalement c'est ça, c'est l'approche globale d'un système dans lequel finalement la résultante c'est les impacts santé pour l'homme.